Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça y est, nous y sommes. C'est le dernier jour avant-dernier film du festival de rentrée de l'association Caro Méliès, que je remercie et dont je salue le jury qui est dans la salle, je crois. J'espère. Sinon, c'est un jury. Bravo le jury. Ça va, ça se passe bien. Il y a un favori qui se dégage. Vous pouvez rien dire, tout ça. Secret professionnel. Bon. Nous serons rejoints à l'issue de cette séance, comme prévu, par le réalisateur de Alice et le maire, Nicolas Pariser. Donc, comme il y a une séance qui suit, je suis très brève. Je vous laisse découvrir le film tout de suite pour qu'on puisse plutôt en parler après. Je rappelle juste que cette séance a lieu également dans le cadre d'une manifestation à laquelle nous participons pour la première année, qui est la reprise de la cassette des réalisateurs. Donc une manifestation qui dure depuis 2 semaines, sur laquelle nous avons proposé 5 séances, et qui est organisée par le GNCR, le Groupement National des Cinémas de Recherche. Je vous souhaite une très bonne séance et on se retrouve tout à l'heure avec Nicolas Pariser pour Alice et le maire, et puis dans la foulée, si vous le voulez aussi, ceux qui travaillent la séance de 20h30. Merci, très bonne séance. Alors on dit... Tu prends encore plus de recul. Alors, je crois qu'il y a notamment des membres du jury qui vont aller débattre. Je vais... Il y a un prix. Il y a il y a un festival, il y a un prix, il y a un jury. Il y a un prix pour tout, hein. Très très sérieux. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Oui, le film est dans la compétition. Je vais poser là où les premières questions. N'hésitez pas à intervenir dès que vous le souhaitez. Juste pour remettre un peu les choses en son contexte, c'est votre deuxième long métrage, après Le Grand Jeu, qui avait déjà un sujet politique tout en étant assez différent sur plein de points, naturellement. Est-ce que, du coup, l'envie, le désir de ce film-là, est-ce qu'il y a quand même une continuité par rapport au premier, ou est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est venue l'idée de raconter cette histoire-là dans ce contexte-là d'une mairie et d'un maire qui souhaite se présenter aux élections présidentielles? Alors, d'abord, rapidement, bonsoir. Rapidement, il y a 2 choses différentes. C'est-à-dire que le désir du film est venu du désir de faire un film pour Fabrice Lucchini. C'était vraiment le désir au départ. Ensuite, évidemment, c'est insuffisant pour faire un film. Merci beaucoup. C'est insuffisant pour faire un film, et là, effectivement, il faut trouver, disons, un intérêt. Voilà, il faut construire le film autour de là. Donc, effectivement, pour Le Grand Jeu, ce qui m'intéressait, c'était de traiter de l'aspect occulte du monde politique à des fins romanesques. Et notamment, moi, quand j'étais jeune, j'étais un très gros lecteur de Balzac. Et il y avait chez Balzac, comme ça, une espèce de sous-monde, enfin de complot, avec la figure de Vautrin, des 13, etc., qui était quelque chose qui me fascinait et m'intéressait beaucoup. Et j'avais un peu envie de prendre un peu cette mythologie à mon compte et puis de construire un film qui se passerait dans le monde contemporain, etc., avec l'apport du roman d'espionnage moderne, disons, dont on peut dire que l'ancêtre est Joseph Conrad, et puis ensuite le grand maître actuel serait John Le Carré. Donc voilà, donc c'était toujours quelque chose sur de l'occulte, voilà, des choses un peu du secret, tout ça. Et puis l'époque ayant pas mal changé quand même depuis que j'ai fait le Grand Jeu, où en fait cette mythologie-là, qui était une mythologie quand même essentiellement littéraire et qui n'intéressait pas grand monde, est devenue, je dirais pas majoritaire, mais disons assez hégémonique, notamment à l'extrême droite. Donc je voulais plus du tout faire un film de complot, je voulais plus du tout faire un film qui pouvait laisser croire que je pensais que la vérité était ailleurs, que des gens derrière disons,
derrière des rideaux, contrôler tout, etc. Et donc je me suis dit, je vais faire vraiment le contraire d'un film politique occulte. Je vais raconter l'histoire de gens qui travaillent dans la politique comme d'autres travaillent dans un hôpital ou une entreprise ou une école. Voilà, donc je me suis dit, je vais faire un film qui se passerait dans une mairie et voilà. Et l'autre, je suis pas trop loin. Ah non. L'autre pan, c'était que le grand jeu et les courts-métrages prenaient comme décor la politique, comme contexte le monde politique, mais ne parlaient jamais des idées. Ça me semblait très très bien quand j'ai fait mes courts-métrages et mon premier long-métrage, mais comme j'avais envie de continuer dans le genre du film politique, je me disais, bon, si c'est quand même mon 5e film politique, si je parle toujours pas d'idées, je considérais que c'était quand même une énorme facilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, il va bien falloir que je me coltine à ça. Et comme j'aime beaucoup filmer les conversations, filmer les gens qui parlent, voilà, ça me permettait de... Voilà. Mais par contre, je me suis dit, voilà, je vais filmer pratiquement que des dialogues politiques, c'est-à-dire que les gens dans mon film ne parleront que de politique, mais en réalité, ça ne parlera pas de politique, c'est-à-dire que ça parlera de la relation entre les gens, ça parlera de la relation essentiellement entre un maire vieillissant et une jeune intellectuelle qui ne sait pas trop quoi faire dans la vie, et mon film sera sur la rencontre de ces deux personnes, et d'une certaine manière même sur leur âme, et sur comment est-ce que au contact de l'autre, ils vont changer. Mais je vais me servir de dialogue sur la politique, pour faire le portrait de ces deux personnages et raconter leur rencontre. Voilà. Et du coup, ça apporte aussi une dimension assez importante de comédie dans le film. Oui, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est la façon dont vous êtes souvent sur le fil entre... Enfin, on n'est vraiment pas dans la caricature, mais on rit quand même un petit peu des situations. Donc, moi, elle me semble pour la plupart assez juste, notamment peut-être avec le personnage de Nora Hamzaoui. Comment est-ce que ça s'écrit? Comment est-ce que ça se dirige? Est-ce que c'est une direction très précise ou est-ce que c'est... Oui, alors c'est assez drôle parce que je voulais... Voilà, le Grand Jeu était un film pas très drôle et mes courts-métrages... Enfin si, mes courts-métrages étaient des comédies plutôt... Enfin, disons, j'avais aussi envie, voilà, de ne pas faire un film trop mélancolique, trop noir, etc. Je voulais faire une comédie. Et donc je me dis, voilà, je vais faire une comédie politique. Et d'ailleurs, avant d'écrire le film, j'ai revu un film de Woody Allen que vous avez sans doute vu, qui s'appelle Un assesseur. Je me suis dit, j'aimerais bien faire un film dans le genre d'un assesseur très drôle, sauf qui se passerait à la mairie de Lyon, au lieu de se passer à New York. Et donc je me dis, voilà, je vais écrire une comédie. Et puis donc j'écris le film, etc. J'envoie Lucchini dit oui. Donc évidemment, quand Lucchini dit oui, le film se passe, enfin les financiers donnent l'argent comme on veut. J'aurais pu dire ça dure 4 heures, c'est en islandais et ça parle de rien du tout. Ils auraient dit c'est très bien, on donne l'argent quand même. Et donc il disait c'est vraiment très très bien, hein, c'est intéressant, et puis Fabrice va être formidable, etc. Mais par contre c'est pas drôle du tout, pourquoi vous mettez que c'est une comédie? Alors au bout d'un moment, j'ai arrêté de dire que c'était une comédie. Non mais c'est une erreur, j'arrêterai de dire ça, c'est une comédie. Et en fait, au fur et à mesure, donc voilà, je pense qu'il y avait quelque chose de comique dans le scénario, mais qui n'était pas perçu par tout le monde. Et ensuite, j'ai quand même choisi des acteurs, alors soit vraiment des comiques comme Nora Hamzaoui, ou bien des comédiens qui avaient une fibre de comédie, c'est-à-dire Fabrice Lucchini. Bon, on n'y pense pas trop, mais enfin, c'est quand même un acteur de comédie. Enfin, c'est quelqu'un qui est très drôle. Je pense que Anaïs, fondamentalement, enfin elle peut faire pleurer, je pense, mais fondamentalement c'est aussi une actrice de comédie, et même quelqu'un comme Alexandre Steiger qui joue le rôle de Gauthier, c'est plutôt quelqu'un qui a une puissance comique, voilà. Donc je pense que le choix que j'ai fait des comédiens tire quand même le film vers la comédie, et du coup comme il y avait quelque chose de potentiellement drôle dans le scénario, à l'arrivée, je pense que le film, alors disons quand j'ai assisté à des projections du film, les gens riaient quand même. Donc je pense qu'effectivement, mais par contre c'était pas évident, voilà, mais c'était mon but final. Mais par exemple,
Pour vous donner un exemple précis, il y a un directeur de casting que j'avais rencontré bien avant le tournage, et qui disait non, mais Lucchini n'acceptera jamais, n'importe quoi, c'est beaucoup trop petit, il faut un plus grand rôle, là c'est un second rôle, il ne voudra jamais. Il dit non, mais tu devrais demander à François Berléand et à Céline Salette. Alors voilà, je pense que j'aurais fait le film avec François Berléand et Céline Salette, ça aurait probablement été intéressant, mais par contre, ça n'aurait été jamais drôle, ça n'aurait été pas du tout une comédie. Donc je pense que sur un scénario, sur le même scénario pratiquement, suivant le casting qu'on choisit, on choisit quand même certaines couleurs. Et enfin, en fait, si on veut faire une comédie, ça c'est l'expérience que j'ai eue pendant les courts-métrages, il faut prendre des comédiens comiques. Et en général, quand on prend des comédiens comiques, ça devient drôle. Alors que même si on essaie de faire un truc drôle et qu'on prend des comédiens qui sont des comédiens pas comiques, ça peut être intéressant, mais ce sera pas drôle. Bonjour. Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi Lyon et est-ce que le maire de Lyon a vu le film? Alors c'est une très longue histoire. Alors pourquoi j'ai choisi Lyon, c'est pas long du tout. En fait, à partir du moment où j'ai décidé que Fabrice Lucchini serait le maire de Lyon, serait maire, il me fallait une ville. Mais je suis pas lyonnais. J'ai vécu dans une petite ville où j'aurais pas pu faire le film parce que vraiment la ville était trop petite. Mais donc il me fallait une ville. Je voulais pas que ce soit à Paris parce que, alors pour plein de raisons, mais notamment parce que, comme je voulais que ce soit quand même un film sur l'aspect un peu monarchique du pouvoir en France, je voulais filmer un roi, une cour, un petit Versailles, des petites galeries des glaces, etc. Et donc à Paris ça va pas parce que l'hôtel de ville il y a une maire dedans, mais il y a le président dans la même ville. Donc la maire de Paris n'est pas vraiment la reine à Paris puisqu'il y a Macron, et le Premier ministre, etc. Donc il me fallait une ville de province où le maire est vraiment le maire de la ville et le roi, le petit roi de sa ville. Donc il me fallait une grande ville de province. J'ai assez vite exclu les villes à accent, parce que je me suis dit, Lucchini avec l'accent toulousain ou marseillais, personne n'y croira, et puis même qui peut croire que Lucchini va être élu maire de Marseille. Voilà. Donc il restait Strasbourg, Lille, Strasbourg, Strasbourg, il y a un petit accent. Nantes. Oui, mais disons, bon, c'est pas. Par exemple, à Marseille, tous les maires de Marseille que j'ai connus, Godin, Defebvre, ils ont tous l'accent. Et s'ils n'ont pas l'accent, je sais pas, peut-être qu'il faut qu'ils prennent des cours pour avoir une chance d'être élus. Donc voilà, donc le bon premier choix, ça a été Lyon. Après, pour d'autres raisons, mais bon, c'est un peu ennuyeux si je. Voilà. Voilà, Lyon me convenait bien, j'étais content, c'est une belle ville. Moi, ce que j'aime bien chez Lyon, ce qui est assez unique, c'est qu'il y a deux rives. Les rives de la Saône et du Rhône qui sont extrêmement différentes. Il y a plein de décors. C'est une ville voilà, où il y a des quartiers chics, des quartiers anciens, des quartiers modernes. Bon, c'était parfait. Alors ensuite, sur le maire de Lyon, c'est une longue histoire, je ne vais pas la raconter dans les détails, mais Colomb prétend avoir vu le film, mais je pense que c'est pas vrai. Il prétend trouver ça très drôle. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait tourner à la mairie. Parce que, alors je sais pas si vous savez, moi j'ai pas mal tourné dans des mairies, même dans des ministères, en fait, comme ils n'ont plus du tout d'argent. Il y a un type qui est genre de commercial du ministère ou de la mairie, qui nous propose une plaquette super détaillée avec le prix que coûte la location pour un tournage. D'une salle, d'un couloir, etc. Il faut des prix quand c'est vraiment beaucoup de jours, et puis pour 4 salles pour le prix de 3, etc. Et puis même quand on demande est-ce qu'on pourra brancher les caméras, les lumières, il n'y a pas de problème, on a l'habitude, il y a un groupe électrogène, machin, blablabla. Enfin bref, c'est quelque chose d'extrêmement commun de tourner dans une mairie ou un ministère, c'est pas du tout normalement compliqué, et notamment il y a une série que je ne connais pas qui s'appelle Shérif à la télévision, où le commissariat est tourné à la mairie. C'est-à-dire qu'ils ne prennent même pas la mairie. On ne prenne même pas la mairie pour tourner, pour que ce soit la mairie ou la préfecture. C'est carrément un commissariat. Enfin, donc c'est vraiment presque un hangar, quoi. Et donc pendant des mois et des mois, on a été en contact avec la mairie de Lyon, avec le service qui s'occupe des locations des salles. Et puis à 3 semaines du tournage, alors qu'on allait signer la convention, la mairie a dit ah ben non, en fait on ne peut plus. Et ils nous ont dit en fait c'est plus possible parce que l'empereur du Japon va venir 10 minutes, et donc, enfin pas l'empereur du Japon, le futur empereur du Japon
va venir 10 minutes à la mairie et donc toute la semaine vous ne pouvez pas du tout tourner. Alors on s'est dit, ah, c'est dommage, etc. Donc on a cherché d'autres décors, et puis un autre décor en fait où la mairie avait appelé pour dire s'il y a un film qui s'appelle Alice et la mère qui vous demande de louer des décors chez vous, dites non, etc. Donc ça a été compliqué en fait chez les colombistes ou les colombiens, je sais pas. On était vraiment complètement persona non grata. Et évidemment, alors c'est à la fois c'est des avantages malgré tout de la démocratie, même si c'est évidemment la droite était ravie et nous a ouvert grand leurs portes pour tourner dans leur mairie. Et puis évidemment le premier jour de tournage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé la presse en disant voilà, Colomb veut censurer un film avec Lucchini et ils ont tout balancé, etc. Donc Colomb était bien embêté, tout le monde était bien embêté. Là ils ont essayé de récupérer un peu le film. Alors moi je leur avais dit, quand j'ai essayé de sauver le truc, je leur ai dit mais récupérez le film, venez, vous prouvez que vous avez plein d'humour, c'est hyper drôle, venez serrer la main de Lucchini, après on fera une première, etc. Je leur demande, mais pitié, récupérer. Les hommes politiques, c'est leur métier de récupérer les trucs. Et genre à la mairie de Lyon, ils n'ont pas compris, donc non, on ne peut pas récupérer. Donc ils ont voulu récupérer ça 48 heures avant l'avant-première lyonnaise. Et comme Fabrice Lucchini, quand même, quelqu'un qui a du caractère, évidemment, il a dit pas question de... voilà, donc on a eu des rapports avec la mairie de Lyon assez problématiques. Et aujourd'hui, le maire de Lyon essaie de dire que voilà, il a trouvé le film vraiment super, mais je pense que c'est vraiment pour le coup des éléments de langage. Voilà. Il n'a pas demandé de projection. Alors, je peux rentrer dans les détails. Non. Son cabinet a demandé une projection, mais qui a eu lieu, mais il n'était pas là. C'est pour ça que je dis qu'il n'a pas vu le film. Merci pour votre film. Et tout simplement, je me demandais sur finalité ou l'objectif du film. Est-ce que c'était de montrer la fin de l'illusion, la fin d'une histoire politique, le chapitre politique qui devient en fait une certaine déception politique, y compris pour les gens qui ne demandent plus de la démocratie et tout ça? Est-ce que je me trompe? Alors c'est compliqué. Moi je ne peux pas vous dire. En fait, moi je ne suis pas quelqu'un qui a un objectif, en tout cas politique, à l'arrivée. Enfin, quand j'écris un film, je ne me dis pas j'ai envie de dire ça, donc je vais écrire pendant 1 an un film, attendre les comédiens, tourner. Enfin, c'est pour dire quelque chose que je pourrais dire au téléphone, quoi. Donc il n'y a pas de... Je ne pourrais pas résumer le message de mon film en une phrase. C'est genre j'ai eu envie de filmer des comédiens, j'ai eu éventuellement envie de filmer une ville, j'ai eu envie de raconter une histoire, j'ai eu envie de... Moi, ce qui m'intéresse plus, à la limite, c'est de filmer des gens dialoguer sur des sujets politiques pour mettre un peu de dialectique, c'est-à-dire, c'est une des vertus du cinéma, c'est peut-être pas de donner raison à tout le monde, en d'essayer de donner la parole à tout le monde et d'essayer d'écouter les gens avec qui on n'est pas d'accord. Voilà, j'ai pas voulu faire un essai politique où par exemple, les comédiens, les personnages auraient été mes marionnettes, où j'étais une espèce de ventriloque en faisant croire que je racontais une histoire, alors qu'en fait, je donnais mon opinion qui, à mon avis, non seulement n'intéresse personne et qui, en plus, pour le coup, objectivement, n'a pas grand intérêt. Donc, par contre, ce que j'ai essayé, c'est de donner une multiplicité de points de vue et d'essayer de sauver un maximum de choses de ce que je montrais. Après, sur la désillusion, etc., si vous voulez, alors je veux pas dire que je suis un jeune homme ou quoi, parce que je ne le suis plus du tout, mais moi je suis arrivé, en gros, dans la vie d'adulte au début des années 90. On était déjà sur la fin des illusions, les désillusions, etc. Donc en fait, je fais partie d'une génération, mais en fait, comme peut-être presque toutes les générations, sauf peut-être les gens qui ont connu la fin des années 60 et des années 70, enfin, c'était déjà foutu, quoi. C'était déjà... donc il fallait reconstruire. On a commencé notre vie en ayant perdu nos illusions. Donc il fallait reconstruire quelque chose à partir de là. Donc mon film n'est certainement pas sur la perte des illusions, parce que de toute façon, moi... on n'en a jamais eu, donc c'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour vivre sans cynisme, sans trop de désespoir, dans un monde où les illusions ont déjà été perdues depuis longtemps. Voilà. Donc moi je ne veux pas dire à la fin, oh là là, il n'y a plus d'espoir, machin. Moi je veux dire en 92 ou en 91, il n'y avait déjà plus d'espoir depuis longtemps. Enfin, genre, moi je me souviens très bien, en 82 j'avais 7 ou 8 ans,
les gens dans ma classe en CE1, CE2 dire ah non, bah, Mitterrand, mes parents ils aimaient bien Mitterrand avant, mais maintenant ils l'aiment plus, c'est nul. Voilà, je suis rentré dans la vie même d'enfant. Déjà quand j'avais 11 ans, ça devait être la cohabitation avec Chirac, où déjà les socialistes semblaient avoir échoué avec Mauroy et avec Fabius, quoi. Quand moi j'ai eu 9 ans, Fabius était Premier ministre. C'était pas exactement, disons, une définition de l'utopie en marche, quoi. Sans cynisme, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un mot que je cherchais pour définir le film, parce qu'effectivement, ça aurait été facile dans un contexte comme ça d'avoir un peu une redondance du tous pourri, quoi. Vous disiez que Lyon, ça n'avait pas été simple, mais qu'en est-il avec le Parti Socialiste? Parce que là, c'est que le Parti Socialiste, vous ne parlez pas d'un autre parti. Vous voulez dire que le Parti Socialiste, si ça s'est bien passé? Oui, comment ils ont... Enfin, est-ce que vous avez contacté des personnes du Parti Socialiste? Est-ce que vous avez eu des échos, des critiques, des... C'est pas possible de dire ça, je sais pas. Je vais vous dire... il se trouve que ma compagne a travaillé à un moment donné au Parti Socialiste et elle a eu besoin qu'on lui envoie des fiches de salaire il y a je sais pas, 3 ou 4 mois. On n'a même pas trouvé le numéro de téléphone. On a mis peut-être 3 semaines à trouver le numéro de téléphone du Parti Socialiste. Donc si vous voulez, déjà je pense qu'en fait le cinéma intéresse peu les hommes politiques. Donc le Parti Socialiste, comme je sais pas, En Marche ou n'importe quel pays, n'importe quel parti, en fait ça les intéresse pas du tout. En fait, disons le cinéma d'auteur, ça passe complètement hors de leur radar. C'est-à-dire que les hommes politiques, je pense qu'ils cherchent, c'est éventuellement des films qui font 10 millions d'entrées, parce que là effectivement c'est très fédérateur, ou bien le cinéma amateur, où il va y avoir un club qui c'est du lien social. Mais par contre, le cinéma tel que je le pratique moi ou plein d'autres réalisateurs, ça les intéresse pas du tout. Donc je pense qu'au Parti Socialiste, je vais vous dire, je pense que personne pratiquement au Parti Socialiste n'est au courant que le film existe. Et alors après, il y a les maires de France, les maires de France qui ont vu le film et l'association des maires de France qui fait un partenariat. Donc il va y avoir une projection pour des maires de France la semaine prochaine. Mais j'en attends pas grand-chose. Et même pour vous dire, voilà, j'ai fait beaucoup de projections dans des villes de province, Strasbourg, Nancy, Grenoble, enfin vraiment beaucoup. Et évidemment, les exploitants invitaient des gens de la mairie, alors le maire, les directeurs de cabinet. Alors le maire de Nancy est venu, je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais sinon, ça fait un vide complet, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, hier j'étais à Saint-Denis, ils avaient invité le directeur de la culture de Saint-Denis pour le film. Et il n'est pas venu, et puis à un moment donné, il sort d'une salle quand même, il était allé voir le film de Bruno Dumont, il dit mais t'es pas venu au film Alice et le maire? Il dit ah bah non, je savais même pas, il savait pas ce que c'était, quoi. Donc je pense que disons, le cinéma et d'ailleurs plus largement la culture, c'est quand même un domaine que les hommes politiques, les ont vraiment initiés. Et de plus en plus, je pense. Bonsoir. Bonsoir. Ce discours non lu, il a été écrit spécifiquement pour le film ou il a été inspiré d'un discours qui peut-être a été lu ou pas? Non, le discours. Alors, le discours de la fin, il n'a même pas été lu. Comment dire? Il n'a pas été écrit intégralement. Vraiment, je n'ai écrit que le dialogue du film, j'ai écrit la scène. Donc, il n'y a pas de discours en lui-même. Donc, non, j'ai vraiment écrit le discours. Alors, c'est un peu dans la même idée que tout à l'heure, ce dont on parlait, c'est-à-dire que voilà, je fais un film, il y a un maire socialiste, il n'y a plus d'idées, il y a quelqu'un qui vient pour un peu le relancer et tout ça. Je trouvais que c'était une facilité de pas d'un moment donné que ça se termine pas par quelque chose d'un peu tangible. Et donc voilà, il fallait que j'écrive au moins un discours. Si je n'avais pas écrit un programme politique, mais au moins un discours. Et je me suis dit, il y avait un film de Jane Campion que vous avez peut-être vu qui s'appelle Un ange à ma table, où il y a une jeune adolescente qui veut devenir écrivaine et il y a une scène magnifique où
on la voit choisir les mots précisément, tel mot, voilà. Et donc je me suis dit, tiens, ben voilà, peut-être que le discours, il ne va pas être lu. Je ne savais pas encore s'il serait lu ou pas effectivement dans l'histoire, mais je savais que je ne filmerais pas la scène de Lucchini lisant le discours, mais que j'écrirais les coulisses et que j'écrirais le moment où il peaufine encore voilà, j'avais envie d'écrire une scène d'écriture et que je me disais que ce serait intéressant de voir une plume et la personne qui doit lire le discours en train de travailler sur les dernières choses. Donc voilà, moi je filme à ce moment-là, je filme d'abord leur relation, d'abord un moment de leur relation, et puis effectivement, je vais pas mettre de la musique sans qu'on entende ce qu'ils disent, et donc j'ai écrit un discours j'ai essayé d'écrire le discours crédible à ce moment-là du film, ce que ce maire, à ce moment-là de sa vie et de son histoire, et de l'histoire de la gauche, etc., pourrait écrire aujourd'hui, voilà. Alors après, je peux dire qu'il serait à mes yeux ou à mes oreilles, disons, qui a une forme de dignité. Enfin, je veux dire, voilà, voilà. Mais par contre, à nouveau, mon but n'était pas de donner mes idées, de dire ce que je pensais à ce moment-là. Après, évidemment, il y a une référence au discours de Hollande du Bourget sur le monde de la finance, parce que ça me semblait... il y avait un biais qui me semblait... Enfin, à partir du moment où il disait le monde de la finance n'a pas de visage, etc., alors que tous mes amis qui étaient très bons à l'école allaient travailler dans la banque, et que beaucoup de parents de gauche, qui étaient devenus des parents d'élèves professionnels, complètement obnubilés par la réussite scolaire, universitaire de leurs enfants, les poussaient justement à devenir... Enfin, de les pousser juste à faire centrale, mais il se trouve que la centrale devenait tous banquiers. Voilà, je me disais, voilà, à un moment donné, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma génération. Il faut que j'en parle, parce qu'à un moment donné, quand Hollande dit le monde de la finance, il n'a pas de visage, ben, il a le visage de tous ces très très bons élèves qui n'ont pas fait autre chose. Voilà. Bonsoir, merci pour votre film. En fait, je voulais avoir des précisions sur le choix du cadeau que lui fait le dernier livre. Pourquoi ce choix? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Il y a un moment donné, je me dis, voilà, c'est quelqu'un qui... Enfin, moi, c'est ce que je fais aussi pas mal, mais c'est quelqu'un qui offre des livres, et qui... Ben alors, elle en offre beaucoup, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle se retrouve dans une situation, ça lui fait penser à un livre, car elle a un peu une espèce de déformation littéraire. Et donc, voilà, le maire lui dit qu'il va arrêter la politique pour... voilà, elle lui offre le rêverie du promeneur solitaire, voilà. Et à un moment donné, elle se souvient, je pense que j'imagine, voilà, elle se souvient qu'il n'a pas été, enfin, qu'il ne s'est pas présenté, qu'il a préféré ne pas se présenter. Et elle voit sur la couverture du livre de Bartleby, la phrase célèbre du livre qui est « Je préfère ne pas ». Voilà. Et donc, ça lui fait penser à l'attitude du maire à ce moment-là. J'avoue que Bartleby, c'est un petit roman que j'ai essayé de lire 2-3 fois. Enfin, comme dit les cours, j'ai fini, mais que j'ai jamais réussi à percer son mystère. Et c'est un roman qui me... D'ailleurs, comme Melville, enfin, je suis un peu imperméable, malheureusement, à Melville. Mais disons que le côté... je me dis, voilà, à un moment donné, le maire avait une espèce de... Sa vocation d'homme politique... ne lui permettait pas, d'être en phase avec lui-même, pour le dire vite, ou de se sentir libre, etc. Et qu'à un moment donné, ne pas faire ce que sa carrière... À un moment donné, quand il renonce à un poste, il renonce à une campagne électorale, c'était une manière de résistance, mais de son point de vue, d'un point de vue individuel. Voilà. Après, c'était essentiellement, voilà, quand sur la couverture, j'ai vu, il y avait écrit, d'ailleurs la couverture est assez moche, mais il y avait écrit, voilà, je préfère ne pas, enfin en anglais, je crois d'ailleurs. Et donc ça me semblait être une bonne conclusion, mais la vraie conclusion, c'est ce qu'il dit lui, c'est-à-dire, je me suis remis à lire, enfin un peu, voilà, c'est quelqu'un qui met tout le film à remettre un peu en marche son cerveau, avec moi quand même cette ambiguïté qui est, en fait, on ne sait pas s'il dit la vérité ou si... Bon.
Bonsoir. Sur la fin aussi, vous êtes très évasif sur Anaïs de Moussiez, où est-ce qu'elle est, elle a un enfant, on ne sait pas de qui. Est-ce que vous vouliez dire quelque chose par là ou... Non, parce que, non, je voulais marquer le comment dire, voilà, le temps, et puis ce truc aussi quand même un peu optimiste, de dire voilà, même quand on est paumé, qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, en fait, je sais pas si c'est optimiste ou pessimiste, on rentre quand même un peu dans une espèce de route, on se retrouve quand même à avoir un enfant malgré tout, et puis surtout, non, alors par contre, le vrai truc, c'est que quand j'ai écrit le film, j'ai commencé à l'écrire en 2016, et en 2016, pour moi, c'était la Hongrie, le pays où elle était. C'est-à-dire là, ça a beaucoup changé, l'ambiance c'est différent, etc. Puis en fait, à mesure que j'ai écrit le scénario, il y avait un autre pays pour qui c'était valable, et je pense qu'aujourd'hui, c'est à peu près valable pour 80% des pays occidentaux. Ça pourrait être les États-Unis, ça pourrait être, pourquoi pas l'Angleterre. Et d'ailleurs, pourquoi pas la France, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas la France puisqu'elle est dans une ambassade. Mais malheureusement, disons, tous les pays possibles, le nombre de pays possibles s'est élargi. Pardon, j'avais une deuxième question que j'avais ratée la première fois. Je m'interroge sur le rôle d'Alice, en fait. C'est-à-dire par rapport aux autres personnels, personnels de la municipalité qui sont aux ordres. Tout le monde est dans l'obéissance et tout ça, tandis qu'elle, elle est un peu naturelle. Elle a une liberté d'esprit, etc. Mais néanmoins, je me demande sur son apport pour le maire, en fait. Car le maire, très très souvent, en fait, il prend sa décision. Et il rejette la proposition un peu d'Alice, là. Alors, est-ce que là, c'est un... Comment analyser, en fait, ce choix d'Alice à côté de ce maire? Est-ce que c'est un soulagement, c'est un peu pour sortir du cadre habituel, ou véritablement il cherche des idées, nouvelles? Merci. C'est une vaste question. Non, dans mon esprit, c'était son entourage sent qu'il est un peu mou, disons, juste avant une échéance importante. Et donc on lui propose de dire, ben voilà, est-ce que tu veux pas avoir un coach, quelqu'un qui va te redonner du tonus, etc. Je sais pas, qui peut faire du jogging ou de la méditation. Et que lui, qui a quand même des souvenirs vagues, disons, je sais pas, d'études qu'il a faites il y a longtemps, se dit, bah non, je veux plutôt lire de la philosophie. Mais évidemment, il est absolument incapable de lire de la philosophie. Donc, il dit, bah, si tu veux, on va te faire rencontrer une philosophe qui te donnera des cours particuliers, etc. Et donc, je pense, dans mon esprit, ça marche un peu comme ça. Et donc, effectivement, il prend quelqu'un. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est plus libre que les autres? C'est que Alice, quand elle arrive là, en fait, elle ne peut pas faire carrière dans la politique. Donc, elle est pas arriviste. En même temps, il ne connaît rien au monde de la politique, donc elle a une forme de liberté. Voilà. Moi, j'ai écrit le personnage aussi. C'est un personnage très positif. D'ailleurs, voilà, je voulais exprès écrire un personnage vraiment qui est du côté du bien, de manière vraiment pas du tout ambiguë. Et elle essaie de faire son boulot le mieux possible, mais en même temps sans surplomb sur ce qu'elle voit de la mairie. C'est-à-dire vraiment, elle essaie de comprendre, elle essaie de faire au mieux. Et après, si vous voulez, disons la fin, après, ça n'est que mon vous savez, mon opinion à moi, parce que quand on fait un film, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte qu'en fait, on ne fait pas le film qu'on avait prévu. Et donc, le film, peut-être je peux me tromper complètement sur le sens du film. Donc moi, je peux vous donner mon interprétation, mais peut-être qu'elle est complètement erronée et que j'ai complètement tort, parce que une partie du film a échappé, et tant mieux. C'est pas du tout comme un roman où... Je veux dire, par exemple, quand on dit qu'un film est très maîtrisé, ça n'a pas de sens, parce qu'en fait, on ne peut pas tout maîtriser. Enfin, même des réalisateurs de la maîtrise, en réalité, je pense qu'ils ne maîtrisent pas tant que ça. Donc, alors, selon mon interprétation, elle commence un petit peu à le faire réfléchir, et en fait, la première chose qui revient quand il se remet à réfléchir, c'est le doute. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de produire des raisonnements démentiels, il n'est peut-être pas capable même d'avoir des nouvelles idées, mais disons, la première étincelle dans sa tête,
c'est qu'il se remet peut-être un peu à douter. Et à mon avis, quand on est programmé pour devenir président, à partir du moment où on a une seconde de doute, c'est fini. Je pense que Macron, Chirac, Mitterrand, même De Gaulle, ce sont des gens très différents, avec des qualités probablement très, très différentes aussi. Et ce sont des gens qui, depuis qu'ils ont 8 ans, n'ont jamais douté qu'ils seraient un jour président de la République. Et même Hollande, le dit. Hollande, Strauss-Kahn était à 35% dans les sondages de la primaire du PS, il était à 2%. Il était persuadé qu'il allait gagner. Donc à un moment donné, pour moi, le personnage doute, et le doute est le premier signal du fait qu'il repense, qu'il se remet à penser. Et à partir du moment où il se remet à penser, tout s'effondre. Enfin, dès qu'on doute, dès qu'il doute de son destin, dès qu'il doute de la légitimité de ce qu'il fait, de l'importance de sa démarche, en fait, il n'y arrive plus. Donc pour moi, Alice le fait douter, donc Alice fait qu'il ne se présente pas, mais que si on est optimiste, il se retrouve un peu. Après, ma mère dira c'est vraiment dommage, parce que j'aurais bien aimé avoir eu qui comme président. Avec un si beau discours, oui. Bonsoir et merci et bravo pour votre film. Moi j'ai beaucoup ri, donc voilà. Je vais vous le dire. Et simplement une question, comment est-ce que s'est comporté Fabrice Lucchini pendant le tournage? Comment est-ce qu'il a accueilli son personnage? Est-ce qu'il n'a pas eu tendance à vouloir le modifier ou l'enrichir un peu? Pas du tout, non. Vraiment, à partir du moment où il a... Enfin, je ne le croyais pas tellement, mais à partir du moment où il a accepté le film, il a dit je me soumets complètement au rôle, au texte, à tes indications, etc. Et il a été un acteur parfait et soumis. Enfin, vraiment. Lucchini soumis. Alors, c'est pas soumis à moi, hein, mais soumis à l'idée qu'il se faisait du rôle et du travail, soumis à l'idée du travail qu'il devrait fournir. Oui. Oui, je voulais reprendre ce que disait monsieur sur le rôle de Lucchini et de son interprétation, que j'ai trouvé personnellement remarquable. Parce qu'il joue très très bien à la fois l'homme qui doute, l'homme qui est même cassé physiquement, et on sent bien que cette posture qu'il a, même d'être cassé à l'opéra par exemple, mais même tout de suite quand il est assis dans sa fauteuil, va dérégler la belle machine efficace de la mairie, de son entourage, de ses collaborateurs, puisque c'est comme ça que ça se passe en principe quand le maire vise un rôle national. Et je trouvais qu'il était excellent, je trouve. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Pour ce film et pour votre présence ce soir. Merci à Bacfilm, représenté par Philippe Lux, qui nous a distribué le film et qui nous a permis de faire cette avant-première.